Bonjour et bienvenue à la 5e présentation webinaire sur la thématique du rétablissement en lien avec le guide de rétablissement de la Commission de la santé mentale. Mon nom est Samuel Brault, je suis gestionnaire de programme avec la Commission de la santé mentale. Il me fait plaisir de débuter la présentation et ensuite passer la parole à Laurence Caron qui sera animateur de la présentation. Avant de commencer, j'aimerais quand même fournir quelques précisions administratives. Étant donné le grand nombre de participants, l'audio est fourni en mode diffusion via les haut-parleurs de votre ordinateur. Cela veut dire que vous pouvez nous entendre, mais nous ne pouvons pas vous entendre. Si vous avez des questions ou des commentaires, tapez-les et soumettez-les à travers la boîte de discussion Q&A, soit Q&A, en bas à droite de votre écran. Notez que nous tiendrons la plupart des questions jusqu'à la fin de la présentation afin d'allouer une période questions-réponses. Ce webinaire est également enregistré. L'enregistrement et la présentation seront affichés dans environ 2 semaines sur le site web de la Commission sous la section Webinaire archivé. De plus, vous pouvez télécharger la présentation dès maintenant en sélectionnant le document qui se trouve à la droite juste en haut du Q&A et en cliquant sur le bouton « Télécharger les fichiers ». Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter du rétablissement. Et bien sûr, le concept de rétablissement renvoie à la possibilité de mener une vie satisfaisante, nourrie par l'espoir et la valorisante, en dépit des inconvénients causés par les troubles mentaux et les maladies mentales. Il s'agit d'une démarche de guérison par laquelle les gens sont encouragés, dans toutes les mesures possibles, à exercer des choix éclairés quant aux services, au traitement et au soutien pouvant le mieux répondre à leurs besoins. Un système de santé mentale axé sur le rétablissement est organisé de façon à soutenir les personnes tout au long de cette démarche. Aujourd'hui, nous allons focuser sur une des dimensions du guide de rétablissement, sur la dimension 5, qui fait la promotion de travailler avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. C'est donc avec un grand plaisir que je tiens à vous présenter les présentateurs et présentatrices du groupe. Madame Mélodie Jourdain-Michel est une jeune femme inue de la communauté de Uashatmak Mani-Utanam et bachelière en sexologie à l'UQAM. Déterminée et fière de ses origines autochtones, Mélodie a été porte-parole jeunesse de l'APNQL de 2012 à 2016 afin de faire entendre la voix des jeunes autochtones. Son expérience au Wapikoni Mobile a débuté à l'été 2015 à titre d'intervenante jeunesse durant l'escale à Wemapasi. L'année suivante, elle a décidé de réaliser son premier court-métrage lors du passage de l'équipe dans sa propre communauté. En 2016, elle a décidé d'effectuer un retour aux études en entamant un DESS en intervention par la nature et l'aventure afin d'intégrer de nouvelles modalités d'intervention dans sa pratique. M. Charles-Éric Laverie, fruit d'un parcours atypique qui l'a mené des communications aux gestions du développement international et jusqu'en Afrique de l'Ouest, Charles-Éric travaille depuis une dizaine d'années pour le développement de la collectivité montréalaise. Engagé à rassembler les gens autour d'enjeux communs et passionné à soutenir les plus démunis à travers l'innovation sociale, Charles-Éric est depuis 3 ans à l'itinéraire et agit comme chef du développement social. Enfin, M. Laurence Caron, qui sera votre animateur pour aujourd'hui, est formé en sciences de l'éducation ainsi qu'en travail social. Il est chargé de projet au Québec pour le groupe provincial sur la stigmatisation et la discrimination en santé mentale et membre du Hallway Group de la Commission. Dans les dernières années, il a formé des milliers de personnes au Canada et outre-mer sur la stigmatisation, le dévoilement et le rétablissement à travers les activités de son employeur, soit l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale. Et bien sûr, nous désirons remercier l'AQRP pour le beau partenariat qui nous permet d'offrir cette série webinaire sur le guide de rétablissement. Donc, je vous passe maintenant la parole. Laurent. Bon, bonjour à tous. C'est le 5e webinaire sur 6 sur la question du rétablissement. Bienvenue Charles-Éric, bienvenue Mélodie. Content de vous voir en personne. Donc, c'est ça, on parle de rétablissement. Si vous avez plus de questions sur les différents sujets qui ont été abordés, vous pouvez regarder le cahier sur le rétablissement qui est dans
en annexe, là, il y a une place où vous pouvez le télécharger dans la page. On va utiliser le mot rétablissement, mais d'autres personnes préfèrent développement de son potentiel, développement de son pouvoir d'agir. Il y en a qui vont parler de bien-être, qui vont parler de mieux-être. J'aime parler de aller mieux ou d'aller bien. Donc, des fois, c'est des mots qui sont moins repris là, à toutes les sauces. Donc, tout le monde m'entend bien, juste pour être certain, avant de continuer. Oui, parfait. De notre côté, oui. Excellent. Donc, j'aurais pu commencer en disant Kwe, Mino, Pijan. Je suis pas très bon, j'ai commencé des cours d'algonquin, mais c'est tout, là, je suis vraiment pas excellent. Un jour, ça viendra. Donc, le 5e webinaire, le premier était sur l'espoir, l'importance de l'espoir dans l'aller bien, dans le aller mieux. Donc, d'avoir quelque chose vers lequel regarder. Le deuxième était sur l'autodétermination, donc la capacité qu'ont les gens de choisir en gros ce qui est leur problème, ce qui est leur solution, où ils veulent aller, comment ils définissent leur vie. Le troisième, c'était sur le rétablissement qui se faisait en contexte de vie aussi, parce que souvent, en fait, là, on peut avoir l'impression que le rétablissement se fait principalement à travers les services seulement, alors qu'il y a toute une vie à l'extérieur là, qu'on a. On va parler des déterminants de la santé. Le quatrième, c'est fait sur les approches, sur une diversité d'approches pour répondre à une diversité de Canadiens. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que le webinaire est en français, mais il n'est pas en canadien. Donc oui, il y a une diversité de personnes, et c'est de regarder est-ce qu'il y a une diversité d'approches médicales, non médicales, qui vont être utilisées là, avec une diversité de personnes pour les rejoindre. Et aujourd'hui, ça va être travaillé ensemble. Ça fait un peu le lien avec avec le dernier webinaire, mais on va se concentrer plus, excusez-moi, sur le travailler ensemble, les allochtones, Premières Nations, Métis, Inuits. Donc, ça ne va pas juste dans un sens, c'est pas juste comment les allochtones travaillent avec les peuples autochtones, mais aussi comment de l'autre côté, il y a des gens qui font des efforts là, pour travailler avec les allochtones. Moi, personnellement, juste background, je sais que j'ai 2 arrière-grands-parents, 2 arrière-grand-mères qui étaient autochtones. Par contre, je suis clairement allochtone. J'ai plus rien qui reste de la culture. Probablement que ça a été enfoui là, à un certain moment de nos générations. Donc, c'est ça. Quand on parle de peuples autochtones au Canada, on va parler bon, d'une 60aine de langues, de plus de 600 bandes. Donc, c'est énorme. Là. Aujourd'hui, on ne couvrira pas tous les sujets, mais éventuellement la commission va probablement développer là, plus de webinaires de ce côté-là. Les objectifs aujourd'hui, approfondir notre compréhension du rétablissement et identifier des enjeux pour travailler ensemble, donc les enjeux puis les moyens, puis éventuellement avoir envie de faire d'autres webinaires avec nous. Le déroulement proposé. Donc, je vais juste introduire rapidement sur le rétablissement, comme je fais là, sur le sujet en général. On va parler ensuite avec Charles-Éric Lavry du Café de la Maison Longue, si je ne me trompe pas. C'était ça le nom. Maison Ronde, excuse-moi. Et avec Mélodie aussi de Wapikoni Mobile. Donc aujourd'hui, il va y avoir seulement 2 présentateurs, mais leurs coordonnées seront là si vous avez des questions par après aussi. Vous pourrez les dire à la fin des présentations. Vous pouvez les écrire pendant aussi, mais on va probablement plus répondre à la fin. Donc c'est ça. Santé générale et rétablissement, je ne veux pas passer beaucoup de temps parce qu'à chaque présentation, à chaque webinaire, je fais un petit résumé de ce qu'est le rétablissement pour permettre aux présentateurs de s'y faire. Dans le fond, ce qui est important de comprendre, c'est que selon la version qu'on va avoir de ce qu'est le rétablissement, ça va changer la façon dont nous-mêmes on vit avec nous autres-mêmes, mais aussi la façon dont les intervenants vont choisir de nous aider et la façon aussi dont les services vont être construits. 2 piliers du rétablissement, ce qui est en arrière du mot, donc c'est reconnaître que chaque personne est unique puis a le droit de déterminer elle-même son problème, ses solutions.
Puis c'est de comprendre aussi que, bon, il y a une diversité de choses qui vont influencer la vie d'une personne. On n'a pas à se concentrer seulement sur le mental. Donc, ce qui a été fait à un certain moment, là, pendant plusieurs années, quelqu'un n'allait pas bien, et on finissait par se concentrer sur le mental qui devrait aller mieux, alors que la personne n'a peut-être pas de place dans la société, de but, d'amis, de famille, de job. Donc, on essayait un peu de créer des moines là, qui seraient heureux avec pas grand-chose. Donc, la mélodie est partie. Je vais essayer d'être plus intéressant dans les prochaines minutes. C'est correct, je blague. Donc, les composantes du rétablissement, ce qui est en arrière de ce mot-là, qui des fois est galvaudé, on va parler de l'importance de l'espoir, de l'autodétermination qu'on a déjà abordé, qui est centré sur la personne et non pas sur des groupes sociaux, des généralisations. Ça va être centré sur le pouvoir d'agir, ça va être axé sur les forces, donc des trucs qui sont plus positifs. Ça va être axé sur une vision plus holistique de la personne qui n'est pas résumée à une maladie, un problème de consommation, etc. C'est le rétablissement, quand on pense de rétablissement, on parle de quelque chose qui est non linéaire, donc on peut faire des avancées, des reculs, comme on fait dans la vie quand on fait des différentes expériences. On va parler aussi de l'entraide entre pairs, donc pas juste les spécialistes qui peuvent nous aider, mais aussi la richesse des connaissances qu'on a entre personnes semblables. On va parler de valeurs comme le respect, donc dans le respect, on va parler beaucoup d'écoute, d'être attentionné à ce que la personne vit, à ses opinions, à ses solutions. Donc, c'est tous des principes qui vont en arrière. Quand vous allez regarder le guide sur le rétablissement, vous allez remarquer qu'il y a 3 éléments aujourd'hui qu'on faut avoir en tête quand on parle de travailler ensemble, mais aussi de travailler avec les Premières Nations. Il y a notamment une chose qui est intéressante, c'est qu'il y a beaucoup de principes qui sont là, malgré le fait qu'il y a plusieurs nations, qu'il y a plusieurs visions différentes, puis c'est pas tout le monde qui va choisir un mode de vie traditionnel, là, même au contraire. Alors, on va voir plusieurs valeurs, plusieurs éléments là, dans le mode de vie des Premières Nations qui, finalement, pour nous, c'est un peu nouveau le concept de rétablissement. Mais il y a beaucoup de similitudes dans les valeurs d'autodétermination, d'être axé sur les forces, de respect, de dignité, de vision holistique de la personne. Donc, il y a un côté où c'est un peu comme si on essayait d'intégrer dans la nouvelle culture dominante des principes qui sont présents dans la culture de Première Nation depuis assez longtemps. Une autre chose à considérer quand on va avoir, par exemple, à soutenir le rétablissement de personnes des Premières Nations, ça va être notamment d'inclure dans notre travail les conséquences possibles, conséquences intergénérationnelles de la colonisation. Donc, d'avoir ça en tête, c'est pas juste des problèmes individuels. Puis on peut penser même aux pensionnats là, qui ont été présents jusqu'en 96, notamment au Québec. Donc, quand on parle d'intergénérationnel, c'est quand même assez proche. Puis aussi, c'est de réfléchir au fait que le rétablissement des personnes, souvent des Premières Nations, comme de d'autres cultures, c'est de considérer qu'elle peut être influencée par plusieurs éléments particuliers. La culture, l'histoire générale, l'histoire familiale, le statut légal qui peut amener des difficultés, la stigmatisation aussi, la façon que les gens perçoivent certains groupes sociaux, mais qu'on se perçoit aussi nous-mêmes, on peut se mettre nous-mêmes des plafonds de verre. Les relations interethniques dans certains milieux, le langage qui peut amener différentes formes de pensée, différentes conceptions, aussi les problèmes de confiance qu'on va retrouver envers le système de soins, de santé, d'éducation, puis ses représentants, notamment parce que des fois on se retrouve dans les mêmes rapports de pouvoir qui proviennent aussi de la colonisation là, entre les différentes ethnies où finalement l'intervenant va se retrouver être alloctone et représenter un rapport de pouvoir interethnique qu'on retrouve historiquement. Je vais avancer un petit peu. On va parler aussi de pleine citoyenneté quand on parle de rétablissement, donc la possibilité des gens de faire partie de la société qui peuvent aider à construire eux autres aussi. Donc les gens sont pas se résument pas à des quêteux de service, là, si je peux dire, mais dans le meilleur des mondes, le rétablissement implique de participer à la société d'une manière qui fait du sens pour la personne.
Donc, encore là, on ne prescrit pas de quelle façon quelqu'un doit participer à la société. Des fois, ça peut être vraiment subtil de faire un sourire, d'accueillir un ami, puis c'est ça aussi. Mais on va parler de pleine citoyenneté plus que de juste rétablissement mental. J'aurais juste une ou deux autres petites choses à dire, puis après ça, je vais passer le micro à Charles-Éric, si ça va. Si pas te stresser avec ça, mais ton tour s'en vient. Donc, de parler aussi que bon, il y a des conceptions du bien-être, quand on parle de rétablissement, chez les Premières Nations, on va parler des fois, pas toujours, mais d'un équilibre entre le mental, le physique, le spirituel, l'émotionnel. Chez les Inuits, il y a des principes qui ressemblent aussi. On va parler aussi d'estime de soi, de dignité, d'identité culturelle qui s'ajoutent un peu la même chose. Je suis pas un spécialiste en la matière, je fais juste nommer, puis nos présentateurs pourront nuancer, loin de moi, l'idée de résumer l'identité des personnes à ces principes-là. On va retrouver aussi chez les Métis des croyances, notamment que les choses sont interreliées, tant dans le langage que dans l'appartenance au territoire, la communauté, et toutes ces choses-là font partie du bien-être aussi. Et on va trouver de plus en plus d'allochtones qui vont aussi s'attacher à des valeurs similaires. Et là, il y a beaucoup de gens qui vont un peu marcher sur le mince fil entre apprécier une culture différente puis essayer de s'en rapprocher, puis l'appropriation culturelle. Des choses auxquelles il faut faire attention aussi, il y a beaucoup de sensibilité. Quand on va parler d'appropriation culturelle, souvent on va parler dans les relations de pouvoir entre différentes nations, que la culture qui est devenue dominante s'approprie de manière maladroite ou erronée ou superficielle des traits culturels d'une culture qui est rendue marginale là, avec l'histoire. Donc c'est ça, on va plus parler d'appréciation, donc d'utiliser les éléments d'une culture en honorant. Fait que oui, les autres gens qui sont sur la ligne, vous pouvez rester sur mute le temps que vous n'avez pas à parler. Et c'est ça, sur le coup, on va présenter deux initiatives en fait, là, une qui est plus urbaine, une qui est un peu plus mouvante aussi, là, qui est axée chez les jeunes, je pense. Donc, tout de suite en partant, je vais vous présenter Charles-Éric. Charles-Éric, à tous les présentateurs, dans le fond, ça a été présenté au début. Je demande quand même aux gens, juste pour être quétaine puis briser la glace, de nommer une force personnelle. Je sais, c'est épouvantable là, pour certaines personnes. Mais donc, de dire une force personnelle puis présenter ce que tu vas parler. Donc, je te passe le micro. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, ok. Pardonnez-moi, j'ai un peu la grippe, le rhume. Je n'étais pas au travail hier. Je suis venu au travail aujourd'hui expressément pour le webinaire. Bref, pardonnez-moi un peu ma voix un peu éraillée. Merci d'être là. Oui. Donc, en fait, qui je suis? Moi, en termes de titre, là, je suis chef du développement social pour le groupe communautaire L'Itinéraire. C'est sûr que ça ne dit pas grand-chose en soi. Je vais prendre le temps après un peu peut-être de parler de c'est quoi l'itinéraire, là, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement l'organisme, puis c'est quoi le projet. Donc en soi, chef du développement social, je m'occupe un peu de tous les projets, on a des intervenants, on a un peu, je suis un peu gestionnaire de la même façon que pour le projet qui nous concerne ici, le Café de la Maison, j'étais un peu gestionnaire. J'aurais bien aimé que notre chargé de projet, là, qui était plus en contact direct avec les gens, soit ici pour en parler. Mais bon, on est comme en 2 saisons parce que le café est juste ouvert l'été, donc c'est moi qui en parle, mais je pense que j'ai une bonne connaissance, une bonne expérience terrain pour être capable d'en parler, puis peut-être une connaissance globale aussi. Donc c'est à peu près ça. Force personnelle, je dirais peut-être que je suis quelqu'un de très empathique. Je dirais que beaucoup dans les relations, puis dans travailler avec les gens, je crois que c'est peut-être une des meilleures forces, c'est d'être capable de se mettre à la place de l'autre, puis de comprendre ce que l'autre personne peut ressentir, puis de se questionner continuellement.
c'est pas seulement avec les Premières Nations, puis avec les personnes autochtones qui travaillent au Café de la Maison, mais en règle générale, on travaille quand même avec des personnes en situation de précarité. Puis si on ne prend pas le temps d'essayer de se mettre à la place de l'autre, puis de risquer d'être un peu paternaliste, puis un peu pas à l'écoute, ben c'est sûr que c'est dangereux. Donc, il faut toujours prendre sur la preuve d'empathie quand on travaille. Puis bon, qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui? Ben, c'est un peu, pour ceux, là, je vais vous expliquer avant tout c'est quoi l'itinéraire. Je pense que c'est important de comprendre c'est quoi l'itinéraire dans le contexte du projet du Café de la Maison Ronde. Donc, l'itinéraire, en fait, c'est un organisme qui travaille depuis, je dirais, une trentaine d'années, depuis 29 ans, pour l'inclusion sociale des personnes itinérantes ou à risque. Donc, essentiellement, peut-être que vous avez déjà vu un de nos camelots, parce qu'ils font à travers la vente d'un magazine, donc dans les rues de Montréal. Et puis dans les stations de métro de Montréal, à Laval, donc en plusieurs régions de Montréal, du Québec agglomérantes. Donc c'est ça. Donc en fait, on est comme une initiative, je dirais peut-être une des seules initiatives de soutien aux revenus à Montréal. Sont très rares les initiatives là, pour les personnes itinérantes ou à risque. Là, à très faible revenu, c'est très rare les initiatives qui les aident justement à accumuler du revenu et être capable au moins de s'acheter des choses en situation précaire. Puis on est l'une des seules. Donc, à travers le magazine, nos camelots écrivent aussi dans le magazine. Puis, on a des services aussi de soutien qui est de l'intervention psychosociale, un peu le classique intervention psychosociale, soutien alimentaire, soutien au logement, un peu le réseau. Donc, on a beaucoup ce qui nous aide aussi dans travailler avec les Premières Nations. Puis, le Café de la Maison, c'est qu'on a une vision très globale et très holistique de l'être humain. Donc, on n'est pas juste là pour offrir du soutien alimentaire, soutien au logement, on voit tous les aspects, soutien aux revenus, etc. Donc, on travaille sur tous les aspects en même temps. Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé avec le Café de la Maison Ronde, de voir vraiment la perspective globale. Donc, le Café de la Maison Ronde, le projet qui nous intéresse. Donc, en fait, le Café de la Maison Ronde, il existe depuis l'été 2015. Donc, l'été prochain, ça va être notre 4e été. Et puis, c'est le seul café resto autochtone à Montréal. C'est assez incroyable, là, par rapport à la population autochtone puis le nombre d'endroits où on peut manger autochtone, comparé à d'autres cultures à Montréal, où il y a beaucoup moins de population, mais les endroits où on peut manger la cuisine sont beaucoup plus nombreux, fait que c'est un peu bizarre. Donc, on est le seul café resto autochtone depuis 2015. C'est l'arrondissement Ville-Marie qui nous a approchés. Là. Il y a un endroit là, à Montréal qui s'appelle le Square Cabot, qui est un endroit historiquement très associé à l'itinérance autochtone. Puis avant l'année 2015, disons, les gens du quartier fuyaient beaucoup du Square Cabot, puis il y avait une tonne de préjugés, une tonne de choses négatives associées à l'endroit. Parce que les gens se disaient, c'est tous des itinérants autochtones, puis ils commençaient à associer l'autochtonie à l'itinérance. Puis bon, au quartier au complet, à l'extension de c'était très négatif comme atmosphère. Ce qui fait que l'arrondissement a décidé d'un peu de remodeler le tout, de changer la dynamique pour que les gens puissent se réapproprier le Square Cabot, puis disons, donner une place plus positive à l'identité autochtone, pas seulement au Square Cabot, mais à Montréal en général, puis au Québec aussi. Donc, ils ont décidé de mettre en place un genre de café-restaurant autochtone où la nourriture qui allait être servie allait être d'influence autochtone pour un peu faire valoir l'identité. Puis les personnes qui allaient travailler allaient être autochtones aussi, un peu pour faire valoir l'historique puis tout le côté positif de la chose. Puis donc l'itinéraire a été mandaté. Pourquoi l'itinéraire? Parce que, bon, comme je l'ai dit, ça faisait 29-30 ans. Oui, on ne travaillait pas nécessairement avec des personnes autochtones, mais on a une très grande expertise puis une très grande capacité d'intervention, d'être capable de travailler avec beaucoup de personnes, d'avoir la flexibilité, d'avoir l'empathie, d'avoir l'écoute, d'avoir toutes ces qualités-là que ça prenait pour travailler avec des personnes qui sont en situation de précarité sociale, économique, etc. Donc, c'est ça. Donc, c'est depuis l'été 2015, puis on emploie des personnes autochtones qui sont en situation d'itinérance ou à risque. C'est 100% autochtone. Je pense que ça fait partie de pourquoi le café est une réussite, puis de pourquoi on arrive aussi à ce que les personnes autochtones qui sont employées restent dans le projet, puis se l'approprient, puis que ça soit un succès. Parce qu'on tient à dire que c'est 100% autochtone, puis dans tout l'univers, c'est autochtone. Puis je pense que c'est important de le faire valoir. Quand c'est quelque chose d'identité autochtone, il faut le dire. Il ne faut pas hésiter à le dire. Même si nous, à la base, on n'est pas un organisme autochtone, on veut certainement faire valoir aussi le côté autochtone de la chose. Donc, bref, j'ai titré la conférence « L'art de créer des ponts et stimuler l'inclusion sociale », qui est un peu disons, la mission globale du Café de la Maison Ronde. Mais on va voir à travers peut-être les diapositives suivantes, un peu plus en profondeur dans tout ça.
C'est moi qui peux, je peux switcher hein, directement. Ouais. Dans le coin en bas à gauche, tu vois, il y a les flèches. OK, ouais, c'est bon. OK. Donc, c'est ça. Comme je l'ai dit, bon, je ne vais pas revenir dessus parce que ça a été dit, là, c'est le seul café-restaurant autochtone à Montréal. Ça fait partie de l'identité du projet. Ça fait partie de toutes les communications qu'on dit quand on a des employés ou peu importe à tout le monde. La première chose qu'on va dire, c'est que c'est le seul café-resto, le café autochtone à Montréal. Puis ce qu'on y sert, c'est de la nourriture autochtone. Puis bon, ça aide après coup au niveau de tous les partenaires, au niveau de tout le monde qui gravite autour, puis même des employés. L'identité autochtone est très importante. Donc c'est ça. Effectivement, c'est aussi le fait que on est aussi le seul endroit où les employés sont des personnes autochtones à risque d'itinérance. Puis je pense qu'il y a toute l'importance, comme on parlait, de faire partie de quelque chose de collectif, de global, de ne pas juste être un employé, mais aussi de faire partie d'un projet global, puis de l'importance du projet global. Les initiatives à Montréal sont nombreuses pour un peu l'inclusion sociale. Nous, on est beaucoup dans le centre-ville, puis historiquement, l'itinérance à Montréal est perçue comme beaucoup être au centre-ville de Montréal, un peu sous le pont Jean-Cartier, où c'est un peu généraliste, mais dans le sens où, comme il y a 30 ans, c'est des hommes blancs québécois qui sont rendus peut-être à 50-55 ans. Donc, c'est la perception très, très étroite, mais quand même beaucoup véhiculée. Donc, le fait que nous, on soit le seul organisme où des employés, c'est des employés, sont des personnes autochtones à risque d'itinérance, ça rajoute, je crois, de la force au projet, puis de la force à chacun d'entre eux de participer à un projet comme ça, qui va au-delà de juste du projet, puis juste le fait d'être employé, mais qui fait quelque chose de plus général, de plus global, qui a une importance plus grande que juste le projet. Ouais. C'est normal, ça, si j'entends quelqu'un? C'est-tu quelqu'un qui veut parler ou c'est quoi? Non? OK. C'est bon. Donc, c'est ça. Donc, il va y avoir quelques diapositives qui sont disons, des termes, là, des termes spécifiques positifs. Je ne vais pas rentrer en détail nécessairement dans les défis. Là. Je préfère juste faire valoir le positif. C'est quoi les conditions optimales pour que ça soit une réussite essentiellement. Parce que c'est sûr que, bon, le côté d'inclusion sociale, que ce soit à l'itinérance, que ce soit au Café de la Maison, ça vient avec un certain nombre de défis, parce qu'il y a des problématiques de santé mentale, des fois des problématiques de toxicomanie, puis je ne veux pas associer ça à l'autochtonie ou bien à, peu importe, n'importe quelle culture, mais des fois, l'itinérance ou le risque d'itinérance ou la précarité va venir avec un certain nombre de problématiques aussi spécifiques, surtout pour des personnes que ça fait longtemps qu'elles n'ont pas été sur le marché du travail. Mais je pense que le premier point très important, c'est vraiment de travailler sur la fierté. C'est-à-dire la fierté, donc c'est la fierté d'appartenir à un projet comme ça. Comme à l'itinéraire, donc c'est des gens qui ne l'ont pas effacé, c'est des gens qui ont été seuls, c'est des personnes qui ont été beaucoup exclues dans leur vie, puis qui n'ont pas pu participer nécessairement à des initiatives comme ça. C'est important de faire valoir ça, puis de leur rendre une fierté, de leur rendre une valeur positive. Là, j'ai mis la photo parce que c'est Rick ici, c'est un des employés de la Maison Ronde, puis on a tourné une vidéo un peu d'introduction sur le Café de la Maison Ronde, puis lui, il a dit quelque chose qui m'a quand même marqué, je pense qu'il nous a tous marqués, qui était essentiellement que travailler à la maison, ça lui rappelait quand sa grand-mère préparait la bannique, bon, puis lui, il dégustait la bannique, puis ça lui rappelait ces souvenirs-là, très historiques, très personnels. Mais en même temps, je pense que c'est quand même important de faire valoir ça de ce côté-là de l'histoire, de la fierté de participer à un projet comme ça qui sert de la nourriture autochtone, qui lui rappelle son identité. Puis je nomme Rick, là, mais c'était certainement la même chose pour tous les employés qui pouvaient partir un peu de l'expérience puis avoir une fierté parce que c'était associé à d'autres aspects positifs de leur vie avant. L'empowerment, comme Alexandre, comme Laurence l'a dit, c'est sûr que l'un des, encore là, je reviens que ce soit avec des personnes autochtones, que ce soit avec essentiellement n'importe qui, on recherche tous un pouvoir d'agir sur notre vie, d'être capable de contrôler les choses, d'être capable d'avoir essentiellement un mot à dire sur ce qui se passe. On le fait à l'itinéraire, nos camelots ont des rôles, ont des tâches spécifiques, on les valorise dans différentes initiatives.
Mais en café de la maison, je pense que c'est important de prendre le temps, au-delà de la tâche spécifique, de valoriser des initiatives personnelles et aussi quand même qui sont culturelles. Puis on a vu qu'on travaillait un peu, créer des ponts, un peu la diversité, la mixité sociale. Comme à gauche, il y a un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs qui est un peu favorisé, disons, identifié un peu à la culture autochtone. Donc, on donne un peu du pouvoir d'agir en faisant valoir leur culture, mais en même temps, quand ils ont l'initiative de créer, hey, je vais faire un jeu d'échecs, hey, je vais faire ci, on valorise cette initiative-là pour que ce soit positif. Puis comme juste à droite, c'est des tasses. Bon, quelqu'un a eu l'idée de faire un petit concours, d'essayer d'inciter la clientèle à venir en faisant une photo ou quelque chose sur les réseaux sociaux avec des tasses. Puis ça, c'est quelque chose qu'on valorise beaucoup. Fait que le rôle va au-delà de juste la tâche, mais si c'est des idées autres, on les valorise et on les met de l'avant. Puis c'est ça. Donc, je pense, effectivement. Puis encore là, comme Laurence l'a dit, je ne vais pas revenir nécessairement sur les thématiques, mais c'est sûr que une des bases, c'est d'avoir un milieu de vie qui est positif, qui est agréable. Il y a le respect, oui, mais je pense qu'il y a aussi, il y a une des emplois justement qui rit, il y a aussi, au-delà de la tâche, de rendre ça un milieu de travail agréable, où les gens sont contents d'y aller à chaque jour. Je pense que c'est important de faire valoir ça quand même. Là. C'est une équipe, bon, c'est un projet agréable, les gens sont ensemble, on a du fun. Je pense que c'est important de valoriser ça, ce plaisir-là que les gens ont à travailler ensemble, puis les interactions que ça peut avoir. Puis encore là, je reviens, pour moi, c'est encore là, c'est pas nécessairement une spécificité à la culture autochtone, mais je pense que c'est un préalable à tout milieu de travail où on doit le valoriser, puis ça doit être un milieu positif. On ne doit pas avoir une vision très punitive de l'employé, où en plus on le punit s'il n'est pas à l'heure, ou ci ou ça, ou s'il ne fait pas une tâche. On puisse avoir un aspect de renforcement positif, de renforcer les bonnes initiatives, puis qu'on ait du fun ensemble, qu'on soit capable de s'adapter. Je pense que c'est sûr que tout l'aspect se rejoint, là, mais je pense, je vais donner un cas spécifique là, qui représente, je pense, très bien le titre, une philosophie centrée sur l'humain. Je pense que c'est important de partir des besoins, encore là, je parlais d'empathie, mais de se mettre à la place de l'autre. Je vais donner l'exemple de Rick, puis je pense que ça représente bien la thématique. Bon, Rick, ça faisait plusieurs années qu'il était éloigné du marché de l'emploi, qu'il n'avait pas eu de travail, de la fierté, etc. Puis là, après ça, il voulait être justement employé à la maison pour tout le projet, le fait que ça soit de l'identité autochtone. Donc, il a commencé à travailler, puis le fait de commencer à travailler, ça a changé quelque chose de plus global à lui, ça a changé quelque chose de plus positif. Puis il s'est mis à avoir des initiatives qui allaient au-delà de juste travailler, mais qui avaient de l'impact sur sa vie en général, au-delà de la tâche. Donc, Rick, ça faisait longtemps qu'il voulait faire partie du groupe de musique qui est Buffalo Singers. Je ne sais pas si certains d'entre vous les connaissent, mais ils ont fait beaucoup de prestations à Montréal. Beaucoup, ils ont participé au Festival de jazz de Montréal, donc pas mal de festivals. Puis évidemment, pendant l'été, en fait, il a été accepté à participer dans les Buffalo Singers. Ça faisait 2 ans qu'il voulait participer dans les Buffalo Singers. Puis bon, évidemment, mais ça impliquait qu'il y ait des journées qui participent dans les festivals qui ne pouvaient pas travailler à la maison. Puis au lieu d'avoir une attitude de dire, là, tu choisis l'un ou l'autre, c'est pas compliqué, tu peux pas juste pas te présenter puis pas travailler. Je veux dire, tu as un emploi, tu dois respecter un engagement. Mais on a été beaucoup plus ouverts, puis on s'est plus centré sur lui en tant que Rick, en tant qu'être humain, c'est quoi ses besoins, puis qu'est-ce qu'il veut aller dans sa démarche globale. Donc, il a comme valsé entre la Maison Ronde puis les Buffalo Singers pendant l'été. Je pense que là, il est beaucoup toujours avec les Buffalo Singers, donc ça a quand même eu des effets positifs sur lui, là, au-delà du café de la Maison Ronde, parce qu'on s'est focusé sur lui en tant qu'être humain, puis c'est quoi ses besoins, puis pas c'était quoi la tâche, puis l'attitude, encore une fois, plus punitive, que tu as une tâche à accomplir, puis c'est ça d'avoir le classique là, avec un employé traditionnel. C'est sûr que je pense que c'est quelque chose quand même qu'on a remarqué beaucoup. C'est qu'il y a de l'aspect culturel est quand même très important. L'identité culturelle, je pense que c'est une identité qu'on n'a pas valorisée pendant tellement longtemps, puis on a tellement un peu opprimé puis laissé de côté pendant tellement longtemps.
je crois que c'est très important de la mettre de l'avant et de la valoriser. Puis le fait de la valoriser pour les employés, ça peut avoir un impact beaucoup plus grand. Là, j'ai mis 2 photos. Ben, la première photo, c'est qu'il y a une personne qui était une cliente du Café de la Maison Ronde, bon, qui est devenue cliente, qui a commencé à tisser des liens avec les employés, puis qui a tellement aimé le projet à un moment donné qu'elle a décidé d'organiser des ateliers de couture. Puis c'est un peu de couture traditionnelle, des motifs traditionnels autochtones. Ce qui fait que nos employés ont participé, il y avait des gens du quartier qui participaient, fait que ça leur donnait encore une fois un rôle positif en tant qu'employé de participer à quelque chose de plus global que juste le projet, puis aussi de valoriser la culture autochtone, ce qui rajoutait encore une fois à leur fierté de travailler là. Ça, c'est parce que nous, peut-être en tant que gestionnaire du projet, on se devait d'avoir une sensibilité et une approche qui est quand même culturelle. À gauche aussi, parce que à gauche, c'est une expo photo que nous, l'itinéraire, on a organisée au Café de la Maison Ronde durant l'été, dans le fond, pendant l'ouverture du café. C'est pas le Café de la Maison Ronde, mais c'est plus une demande que l'itinéraire a faite, une demande de financement. Finalement, ça a été accepté. Donc, en fait, cette expo photo-là, c'est avec un projet photo qui a été fait en collaboration avec 2 autres organismes autochtones du coin, là, chez Doris puis le Centre d'amitié autochtone. Je ne vais pas rentrer dans les détails de c'est quoi l'expo photo, comment ça s'est fait, tout le processus, etc., toute la démarche. Mais l'exposition photo a été exposée sur le même terrain que le Café de la Maison Ronde. Donc, c'était juste à côté. Ce qui fait que les employés pouvaient voir l'exposition photo, puis pouvaient essentiellement accueillir les gens qui se présentaient pour voir l'expo photo. Donc, ils pouvaient parler de leur histoire, parler des différents points de vue autochtones, etc., de la valeur de la culture. C'est certain que ça leur ajoutait un peu à leur fierté de participer, puis au fait qu'ils aiment leur expérience en tant qu'employé de la maison. Puis je pense au niveau de la mission globale du projet qui était vraiment de créer des ponts, d'aller dans l'aspect positif de la chose. Je pense que je peux pas nécessairement de revenir sur tout le rôle social que l'employé a pris, mais peut-être expliquer qu'avant 2015, c'est ça, comme je l'ai dit, dans Square Cabot, il y avait une perception très négative du Square Cabot. Donc, essentiellement, en fait, nous, comment on voulait, pas nécessairement comment on a vu les employés ou le rôle des employés, c'était d'avoir un rôle, on leur a donné le rôle d'ambassadeur ou de mandataire positif dans Square Cabot, de faire valoir cette identité-là positive ou un peu de diffuser ça. Le côté positif, le côté de la mixité sociale, le côté de la culture, l'histoire, etc. Donc, tu sais, à chaque fois qu'il y avait des clients qui venaient, puis c'est pour ça que le projet est tellement cool aussi au Café de la Maison, c'est que c'est pas juste un café autochtone, mais c'est aussi un café qui crée des liens, qui crée des ponts, parce qu'à chaque fois qu'une personne vient pour manger, c'est aussi une opportunité de sensibiliser, une opportunité justement de créer des ponts, de faire voir l'identité autochtone, la culture autochtone sur un autre point de vue qui vient directement d'une personne qui la vit quotidiennement, puis qui a un historique associé à ça. Donc, je pense que c'était vraiment un succès de leur faire valoir ce rôle-là social-là, c'est de bénéficier à la société au complet, de pas juste le Café de la Maison Ronde. Je peux te répondre à la question ou non? Bonne question. Oui? Tu veux dire, il y a quelqu'un qui se demandait juste c'était quoi l'adresse exacte du café? Donc, ouais. Ouais, c'est situé au Square Cabot. Il n'y a pas d'adresse spécifique, là. Je pense que c'est 2330 Sainte-Catherine-Ouest. C'est juste à côté du métro Atwater à Montréal. Si jamais vous n'êtes pas trop certain, allez voir le Café de la Maison sur Internet, sur Facebook, là, vous allez le voir assez facilement. Puis en fait, juste pour... ouais, je pense que c'est ça. Mais juste pour préciser un peu, revenir sur certains points, là, je parlais que c'était 100% autochtone. Donc, on a vraiment tenu à ce que, on sert du café autochtone, c'est qu'il y a un café à torréfaction autochtone qui est vendu à Montréal. Puis nous, on a tenu à ce que ça soit du café autochtone qui est torréfié à Kanesatake. Bon, c'est sûr que on pourrait aller beaucoup plus loin là, dans la culture autochtone, dans la cuisine autochtone. C'est sûr qu'il y a des cadres avec
il faut aussi fonctionner avec disons, des politiques réglementaires au niveau de la MAPAC qui nous limitent un peu. Mais puis au niveau aussi des coûts, avoir de la viande, etc., ça peut coûter beaucoup plus cher certaines fois. Fait qu'on est limité par ça. Puis aussi, bon, la bannique, on sert beaucoup de bannique, mais disons que la bannique, c'est pas le produit, je pense pas que c'est le produit dont la communauté autochtone est le plus fière. Mais on essaye quand même de diffuser ça, l'identité autochtone, à travers tous les aspects de la cuisine. OK. Charles-Éric, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à ça. Pour des gens qui voudraient reproduire ça à d'autres endroits au Québec là, qui nous écoutent, au départ, c'était quoi? Est-ce que c'est rentable d'un point de vue là, vraiment de base? Là, est-ce que c'est une entreprise rentable? Comment vous avez commencé avec les fonds? Parce qu'il faut quand même s'acheter une base en restauration puis tout ça. C'est pas rentable pantoute, là. C'est aucunement rentable. Même je dirais les premières années, on a eu de la difficulté financièrement. C'est sûr que nous, on est une OBNL, une entreprise d'économie sociale, fait que le but avec le café, c'est pas de faire de l'argent. Il y a une mission sociale rattachée à ça, qui est on sert aussi les personnes autochtones en situation d'itinérance ou à risque dans le coin. On offre des repas et des cafés gratuits. J'en ai pas parlé, mais essentiellement, il y a comme toute une mission globale, sociale, qui engendre des coûts que peut-être un restaurant ou un café classique, ça n'engendre pas ces coûts-là. Donc, on doit gérer ça. On doit gérer aussi le fait que peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'un café ou qu'un resto qui est peut-être plus grand peut rapporter, peut être, c'est plus stable, mais nous, c'est vraiment un petit café. C'est petit, là, c'est une Vespasienne, donc une ancienne toilette publique qui a été un peu rénovée c'est très beau, honnêtement, c'est très beau, mais il y a quand même des limitations au niveau de l'espace qui fait en sorte on est limité dans notre capacité de service là, aussi, ce qui fait qu'on est limité donc dans les revenus autogénérés qu'on peut avoir. C'est sûr qu'on se base sur des subventions, sur des subventions municipales. On peut avoir différentes subventions parce qu'on est plus social, on est plus en itinérance, on est beaucoup en autochtone. C'est sûr qu'il y a des possibilités de financement derrière, qui sont rattachés, qui nous permettent quand même d'arriver kiff-kiff, mais comme je dis, notre but, c'est pas faire de l'argent, mais c'est d'arriver kiff-kiff. Puis si on a ce soutien-là, ben on est super content parce que le plus important, c'est qu'on puisse remplir la mission et puis la bonifier. J'imagine que si des gens étaient intéressés un jour à reproduire ce projet-là, qu'ils peuvent vous contacter pour avoir un peu de partage d'expérience ou quelque chose comme ça. Oui, effectivement, même je suggère qu'ils me contactent parce que c'est pas seulement à Montréal que ces initiatives-là sont rares, c'est quand même quelque chose. À Montréal, je trouve ça cool que ce soit le seul café autochtone de Montréal. À chaque fois que je le dis, on dit je le réalise pas. Mais c'est pas seulement à Montréal, là, c'est partout au Québec, c'est partout en Ontario, c'est partout même en Colombie-Britannique, où des initiatives comme ça, essentiellement, sont très rares ou sinon inexistantes. Toute la dynamique de l'inclusion sociale, je pense aussi que c'est important d'explorer ça plus en profondeur ailleurs. Absolument, parce que je fais le tour du Québec, puis un peu du Canada, puis des fois, c'est des réseaux allochtones puis autochtones. Les réseaux, des fois, sont pas du tout arrimés là, nulle part. Non, zéro, pas du tout. Je te remercie. Il va peut-être avoir des questions à la fin. Je t'invite à rester si tu peux. Pour donner en masse de temps là, à Mélodie, si ça te va, tu avais un dernier mot à dire? Ouais. Non, pas de mots à dire. Merci à tout le monde d'être là. Merci pour l'invitation. C'est tout. C'était super intéressant. Là, je me sens comme overdress avec ma chemise, mais c'est excellent. Merci d'avoir accepté. Ouais. Donc, Mélodie, c'est à ton tour quand tu voudras brancher ton son. La même chose, en fait, je t'invite, si ça te tente, à dire une force personnelle dans ta présentation, juste pour casser la glace, puis après ça, je te laisse aller, c'est toi qui connais ton sujet. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK. Oui, puis moi, je suis bonjour. Je suis très contente d'être ici. Moi, je m'appelle Mélodie Jourdain-Michel, je suis de la Nation Innu. Une force personnelle que j'ai, je dirais que c'est ma persévérance. Je suis quelqu'un de très persévérant.
j'ai quitté ma communauté, j'avais 17 ans, puis j'ai vraiment entrepris des études pour pouvoir revenir travailler dans ma communauté ou auprès des Premières Nations. Moi, aujourd'hui, ce que je vais parler, c'est de Wapikoni Mobile, qui est un studio ambulant qui se déplace dans plusieurs communautés au Québec et au Canada et même à l'international aussi. Donc, c'est ça. Je vais commencer mon PowerPoint. C'est correct? Okay. Donc, pourquoi ça s'appelle Wapikoni Mobile? En fait, Wapikoni, ça veut dire fleur en langue atikamekw, donc Wabruni. Wabruni, c'est une fille de la communauté de Wemontashi. C'est Manon Barbeau qui travaillait sur un projet de film avec des jeunes d'Atikamekw dans les années comme 2000. Puis elle a connu cette jeune fille-là qui était vraiment une leader dans sa communauté, qui voulait vraiment faire des films et tout ça. Puis malheureusement, cette jeune fille-là est décédée dans un accident de voiture sur une route de terre. Dans le fond, la communauté de Wemontashi est reliée à la communauté de la Petite par une route forestière. Puis dans le fond, c'est une route de terre, donc l'accident, ils ont fait un accident parce qu'il y avait tellement de poussière qu'ils sont rentrés dans un camion. Puis Manon Barbeau a vraiment été comme ébranlée par la mort de cette jeune fille-là parce qu'elle était comme un espoir pour la communauté, tout ça, qui était vraiment comme dynamique. Puis elle a décidé de créer un organisme qui allait justement promouvoir la culture autochtone puis aller dans les communautés. Donc, ça a été cofondé en 2004 par le Conseil de la Nation Atikamekw, puis le Conseil des jeunes, qui est maintenant le réseau jeunesse des Premières Nations Québec-Labrador et Manon Barbeau. C'est vraiment au début, c'était vraiment des roulottes, là, comme pas avec un pick-up, mais vraiment quelqu'un qui conduit la roulotte. Puis dans le fond, ça découle d'un projet qui s'appelait Paradisio. Manon Barbeau avait des roulottes justement qui se déplaçaient dans la ville de Québec. Elle travaillait avec des punks, des jeunes de la rue. Puis elle a dans le fond transféré ce concept-là pour les jeunes des Premières Nations. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la roulotte? C'est vraiment une salle de montage, il y a un studio d'enregistrement musical, il y a une salle de projection, il y a un espace de formation, de rencontre, d'écoute, puis c'est vraiment des bons équipements, là, c'est tout du Apple, puis c'est vraiment bien équipé, puis ce qui est surprenant, il y a juste en 14 ans d'existence, c'est vraiment, les jeunes font très attention au matériel, puis il y a eu une fois un vol, puis c'est dans la communauté. Il faut le faire. Mais c'est ça, c'est vraiment, il y a comme, tu sais, on n'a jamais eu de problème vraiment, puis c'est vraiment un beau projet. Puis les jeunes s'approprient vraiment le matériel, puis sont fiers quand la roulotte débarque dans la communauté. En fait, c'est ça, j'ai oublié de dire que moi, je suis intervenante jeunesse. J'ai été intervenante jeunesse dans les escales, en fait. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi le rôle. Donc, c'est ça, ça ressemble à ça, la roulotte. Ça, c'est vraiment l'espace où on rencontre les jeunes, où on fait la création, qu'on fait l'idéation de films, puis tout ça, de quoi que les gens ont envie de parler à travers leurs films. Donc, c'est ça. Puis, c'est vraiment ouvert à toute la communauté. Avant, c'était pour les 15-35 ans. Maintenant, vu qu'on a perdu comme la subvention comme jeunesse, là, c'est vraiment ouvert à l'ensemble de la population. Donc, il y a autant des enfants que des aînés qui peuvent faire des films. OK, ben depuis 2004, on a visité 42 communautés au Canada, 27 communautés en Amérique du Sud. Il y a eu environ 4600 participants, 25 nations, 1000 courts-métrages, 750 créations musicales, 157 prix et mentions, puis environ 1 million de personnes sensibilisées. Ça, c'est par tous les films qu'on présente dans les festivals, dans les projections, dans les communautés. On fait aussi des ateliers de sensibilisation, c'est ça dans les écoles, dans les universités, dans les organismes communautaires aussi. Donc, c'est vraiment gros comme organisme, puis comme le rayonnement aussi que ça a eu. Donc, c'est ça c'est les communautés. Puis depuis l'année passée, on a extensionné le projet du Wapikoni au reste du Canada, parce qu'avant, c'était vraiment concentré au niveau du Québec. Et il y avait
2-3 communautés qu'on avait visitées en Ontario, mais l'année passée, on a vraiment comme développé pour le reste du Canada. C'est vraiment, on a fait, ça s'appelle d'est en ouest. Donc, on a vraiment traversé le Canada. Puis en ce moment, il y a une délégation qui font présentement la route blanche de Kegaska jusqu'à Paguashibi, je pense, qui est comme parce qu'il n'y a pas de route. Donc, les gens font la route en motoneige. Puis là, il y a une équipe qui font des projections de films dans différentes communautés là, sur la base Côte-Nord. Donc, c'est vraiment très dynamique comme organisme, puis on est partout. Fait que c'est ça. Nous, on appelle ça une escale. Une escale, c'est dans le fond, on va dans une communauté pendant 4 semaines. Il y a 2 cinéastes accompagnateurs. Eux, dans le fond, leur rôle, c'est de faire les films, d'aider les jeunes à développer leurs idées, puis justement, ils vont faire la caméra, ils vont les aider à faire le montage. C'est vraiment, ils sont là pour les accompagner. On engage un coordonnateur autochtone qui est comme un fixer dans la communauté qui connaît bien les gens puis qui va nous aider à justement, mettons, si on veut les clés du gymnase, c'est quelle personne qu'on va contacter, c'est quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe dans la communauté, puis aussi au niveau politique ou au niveau, c'est quoi un peu les familles, qu'est-ce qui se passe dans la communauté en fait. Après ça, il y a un intervenant jeunesse. L'intervenant jeunesse, son rôle, c'est vraiment de faire de la référence. Nous, on ne fait pas de la tenue de dossier, mais s'il y a des jeunes qui présentent des problématiques, oui, on va faire de l'écoute et tout ça, mais on va référer aux services en place dans les communautés parce que nous, on est juste là 4 semaines. Fait qu'on va les référer. Puis la job d'intervenant jeunesse ici, c'est beaucoup de paperasse. C'est nous qui courons après les autorisations pour que les jeunes apparaissent dans les films, tous les droits d'auteur, les trucs comme ça. Puis parfois, on a un assistant formateur autochtone. Ça, souvent, c'est un jeune qui a fait plusieurs escales, qui a acquis assez d'expérience pour, justement, qui est assez autonome en montage ou en enregistrement musical. Fait que, dans le fond, c'est pas dans toutes les communautés. Souvent, ça va être un jeune qui, ça fait comme 4-5 fois que la roulotte vient dans sa communauté et qu'il est assez bon. Puis par escale, on vise à peu près 25 participants, puis on a en moyenne 4 à 8 films, puis 5 créations musicales environ. Donc, c'est vraiment à peu près ça qu'on fait durant une escale. Dans le fond, ça, les jeunes font la scénarisation. Des fois aussi, c'est vraiment cool. C'est juste que les jeunes viennent chiller dans la roulotte, puis on mange, puis on achète des collations aussi. C'est quelque chose qui attire beaucoup les jeunes. Des fois, ils ne sont pas motivés à faire des films, mais on sort les collations, puis c'est très cool. Finalement, faire un film, c'est comme on les sent avec une carotte au bout du bâton, mais c'est le fun. C'est un endroit aussi qui est neutre quand la roulotte arrive dans la communauté. Les jeunes peuvent venir comme juste être là, puis regarder qu'est-ce que les cinéastes font. Je ne sais pas si tu l'as dit, parce que je lisais en même temps, il y a quelqu'un qui demandait à quelle fréquence, est-ce que tu sais à quelle fréquence vous revenez dans la même communauté? Est-ce qu'il y en a trop puis vous revenez jamais? Ouais? Non, c'est ça, on essaye de revenir, mais il y a comme une rotation à faire aussi dans les communautés. C'est sûr, il y a certaines communautés où on y va plus souvent que d'autres, en raison de la distance. C'est tout l'itinéraire aussi, c'est beaucoup de logistique. Mais c'est ça, on essaye de revenir. On ne fait pas juste comme on vient une fois dans ta communauté puis on ne vient jamais. Peut-être que l'année d'après, on ne reviendra pas, mais l'autre année d'après, on va revenir. Donc, merci. Puis, normalement, les escales se font l'été, à partir du mois de mai au mois de septembre pour des raisons de température, parce que c'est des roulottes, puis l'hiver, on ne peut pas les amener, sauf que dans certaines communautés, on fait des escales l'hiver, on n'amène pas la roulotte, mais on amène le stock de tournage. Donc, mettons, ou dans certaines régions éloignées, même en été, on ne peut pas y aller avec la roulotte, comme mettons la communauté de Onomen-Chibit, qui n'a pas de route pour y aller, c'est vraiment soit par avion ou par bateau. Donc, nous, on amène le stock, puis
on s'installe dans la maison des jeunes ou un local qui est disponible dans la communauté. Ça, c'est du tournage. Puis il y a beaucoup de films qui sont sur différentes thématiques, que ce soit autochtone ou sur le savoir-faire, comme ici c'est le savoir-faire Innu. C'est vraiment diversifié, c'est pas, on n'a pas une sorte de film, puis il y a vraiment plus de 1000 films qu'on peut voir sur le site du Wapikoni. L'enregistrement musical. Ça, c'est un peu quand on fait les escales, c'est un peu la bête noire des cinéastes, parce qu'ils ne sont pas trop habitués avec l'enregistrement musical. Souvent, c'est des jeunes de la communauté qui ont une certaine expérience avec ça, qui viennent nous aider, en fait. Là. C'est vraiment intéressant. Puis encore, c'est ça. Comme lui, c'est Chanouk Newashi, je fais de la communauté de Wamantashi, puis lui, c'est un cinéaste formateur, dans le fond. Un assistant cinéaste formateur. Donc, lui vient nous aider. Il est assez autonome, puis tout ça. Il a suivi plusieurs formations, puis c'est vraiment bon. Ici, je pense que c'est une formation qui se donne à l'UQAM à chaque année. Ben, pas tout le temps à l'UQAM, mais dans plusieurs universités à Montréal, où on propose à des cinéastes qui ont fait des films durant la saison, s'ils sont intéressés à faire une formation en cinéma plus poussée. C'est vraiment différentes formations, que ce soit en montage, que ce soit en réalisation. Puis c'est ça, dans le fond, les gens vont s'inscrire, puis on les envoie faire la formation. Fait que c'est comme une espèce de formation continue, en fait. À la fin de l'escale, dans le fond, quand on termine les 4 semaines d'escale, on fait une projection communautaire. On invite toujours le chef, puis les participants aussi. Puis c'est vraiment un moment le fun, parce que tu sais, les Autochtones, on est quand même assez timides, puis tout ça, puis d'aller parler en avant, puis c'est vraiment c'est une belle opportunité, je pense, justement de se dépasser, puis de présenter son film qui peut être assez personnel aussi. Je suis toujours étonnée de voir des gens super timides, mais quand ils arrivent en avant, ils sont super fiers de leur film, puis ils sont capables de dire ce qu'ils ont envie de dire. Puis, ouais, c'est souvent très émouvant pour avoir assisté à plusieurs projections. C'est vraiment le clou de l'escale, en fait. En lien avec ça, Mélodie, excuse-moi, ça se peut qu'il y a des questions qui viennent comme ça. Est-ce que, au-delà d'aller sur le site de Wapikoni Mobile pour voir les films, est-ce que, t'excuseras mon ignorance, est-ce que l'équivalent d'un festival du film Wapikoni, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été envisagé, une tournée pour des endroits, ou parce que ce que je comprends, c'est que vous présentez les films des fois dans les communautés où ça a été fait. Mais éventuellement, pour un autre public là, qui pourrait voir les films au-delà du site Internet, c'est quelque chose qui a déjà été fait. Ouais. Oui, ben, en ce moment, justement, ce que je vous parlais ils font des projections comme sur la Basse-Côte en ce moment. Mais c'est ça, en parallèle avec les escales, cette année, ce qui était nouveau, c'est qu'il y avait une roulotte qui a traversé le Canada d'ouest en est, pour justement faire des projections dans les communautés. Fait que, oui, on peut voir les films sur le site. Dans le fond, regardez un peu sur le site du Wapikoni, ils vont vous dire sont où exactement les projections. Puis, dans le fond, ben, c'est ça, les films font les festivals aussi. Fait que des fois, quand on veut regarder un film sur le site du Wapikoni, il ne sera pas accessible en intégralité parce que ils font des festivals. Fait que pour pas comme brûler le film, ben, ils mettent juste des extraits. Non, on n'a jamais été à Massoya, je pense. Une fois, on est allé à Massoya. Je peux répondre à la question de Mme Karine Balvé. Donc, les impacts positifs, nous, qu'on a comme dénotés au travers de l'histoire du Wapikoni, c'est vraiment, on brise l'isolement, ça donne de l'espoir, de l'estime de soi, développement des compétences sociales, professionnelles et scolaires, prévention du suicide, réduction de la consommation.
fierté identitaire, résilience, empowerment, leadership, sensibilisation du public, réduction du racisme et des préjugés, prévention des incidents haineux, favoriser le vivre ensemble. C'est vraiment, il y a des études. Nous, dans le fond, à la fin des escales, on fait remplir des questionnaires aux gens, aux jeunes, pour voir qu'est-ce qu'ils ont apprécié, puis tout ça, puis ça a été quoi les impacts. Dans le fond, ça, c'est compilé à travers les années, puis c'est vraiment ça qu'on a pu remarquer à travers les années. À chaque année, il y a un lancement annuel qui se fait à Montréal. Là, cette année, on en a fait un à Montréal, à Vancouver et un à Québec aussi. Souvent, c'est ça, il y a Justin Picard qui est là, le chef de la PNQL, il y a souvent beaucoup de monde. Puis il y a une remise de prix aussi, il y a un prix coup de cœur, il y a un prix du meilleur film. Puis c'est vraiment le public qui vote. Puis on remet des équipements audiovisuels à des jeunes, ça peut être des caméras, ça peut être kit de son, c'est vraiment des beaux prix en fait. Dans le fond, c'est ça, le Wapikoni, nous on travaille sur toute l'année, c'est sûr, le plus gros du travail, c'est les escales. Mais sinon, on donne la possibilité aux jeunes de faire des ateliers de sensibilisation aux réalités autochtones. Dans le fond, moi j'en fais. Dans le fond, c'est moi qu'on voit dans la photo. J'en ai fait un dans un organisme au YWCA à Montréal. Fait que c'est ça. Dans le fond, je trouve que c'est une belle opportunité justement de nous donner la chance d'aller parler de notre culture puis tout ça, puis du travail du Wapikoni. Puis ça permet aussi justement de développer l'estime de soi, puis tout ça. Médiation par le cinéma et la musique, donner une voix et la faire entendre. C'est ça, il y a beaucoup d'objectifs en atelier. Nous, quand on fait de l'intervention par le cinéma, en fait, on essaie d'intervenir à travers la caméra et tout ça. Il y a la formation, c'est sûr, c'est court, 4 semaines, mais on essaye le plus souvent que les jeunes puissent toucher aux ordinateurs, les caméras, tout ça, le son, on implique vraiment les jeunes pour qu'ils puissent développer justement des habiletés dans ces domaines-là. Il y a la création aussi, puis il y a le réseautage. Créer des ponts entre les jeunes autochtones du Canada et de l'étranger. Les objectifs après les ateliers, il y a de l'intervention, il y a de la formation continue, comme je disais, les gens peuvent poursuivre d'autres formations en audiovisuel. Il y a la diffusion aussi, ça c'est tout ce qui est les festivals. Nous, on essaye que les films se promènent à travers le monde, puis pour faire justement faire rayonner la culture autochtone. Le réseautage, l'échange, la co-création, depuis je ne sais pas combien d'années, mais Wapikoni fait des escales aussi à l'international où ils font des échanges entre quelques communautés. Il y a une cinématographie et musique, qui a un impact aussi social et culturel positif. Bon, c'est ça, les ateliers de développement professionnel. C'est vraiment tous les cours qui sont donnés. Puis on a des contrats rémunérés aussi. Des fois, quand les gens sont assez avancés en montage, en caméra ou avec le son, ben on les jumelle avec des professionnels, puis on les rémunère. Ça, c'est les festivals auxquels on a participé. C'est vraiment, des fois, les films vont vraiment comme au bout du monde, puis tout ça. Puis moi, j'ai eu la chance d'aller en Azerbaïdjan, à Bakou, pour représenter Wapikoni Mobile. Puis ça, c'est vraiment des belles opportunités qu'on offre aux jeunes, justement, de voyager, d'ouvrir leurs horizons, puis d'aller partager leur culture aussi à travers le monde. C'est vraiment des belles expériences. Fait que ça, c'est ça. Il y a un gros travail de diffusion. Tous les films sont envoyés dans plein de festivals. Puis vraiment, on a une bonne équipe de diffusion. Puis l'année passée, le Wapikoni a augmenté ses effectifs justement au niveau de la diffusion pour justement que le rayonnement soit plus large. Ça, c'est un échange culturel communautaire du Québec, ça c'est à Manawan. Puis il y avait des gens de la communauté Mapuche du Chili qui sont venus dans leur communauté.
Dans le fond, on a des collaborations souvent avec le Pérou, la Bolivie, le Chili. Dans le fond, la Wapikoni va peut-être 1 à 2 fois par année. Puis on envoie souvent des jeunes autochtones justement pour aller suivre la formation là-bas. Fait que c'est ça, on a quand même beaucoup de reconnaissance à l'international, comme l'Alliance de civilisation des Nations Unies, l'Organisation des États américains, prix d'honneur du Festival Plurialplus, plan directeur 2017-2017 de la C3SPNQL. Donc, c'est cela. Merci de votre attention. Merci. Il y avait des questions plus précises comme votre prochaine visite à Mastoyache et pour quand, qui revenaient. Fait que tu pourras, j'imagine que les gens peuvent te rejoindre. Est-ce que tu as un courriel, quelque chose que tu veux laisser aux gens ou c'est plus de contacter Wapikoni Mobile directement? On t'entend plus, excuse. Oui, ok, c'est ça. C'est plus de contacter Wapikoni Mobile, en fond, parce que moi, je travaille plus pour eux. Je fais des conférences, des ateliers de sensibilisation pour eux, mais je travaille plus pour eux, donc il faudrait comme contacter Mélanie Brière, je pense. Parfait. Donc, il y a le site de Wapikoni Mobile. Je me demandais aussi, est-ce que tu as entendu parler, puis probablement qu'il y en a, là, c'est pas un piège, mais j'imaginais que même après votre passage, des fois, vous devez laisser des petits, des gens qui continuent à faire des films avec, bon, ça demande quand même assez d'équipement, là, j'imagine, mais avec, aujourd'hui, presque avec des cellulaires, c'est possible. Est-ce que tu as entendu parler qu'il y a des petits postes là qui ressemblent aux vôtres, mais plus fixes, qui se sont créés après votre passage, ou ça demande trop de ressources? Puis c'est correct, là, si t'as pas les réponses, c'est juste que je me demandais. Ils ont fait un projet pilote dans la communauté de Wemontachi parce que c'est la première communauté d'où ça part, le Wapikoni. Puis qu'est-ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir un studio permanent pour justement que les jeunes puissent continuer à faire des films, mais faute de financement, ben, ça a comme tombé là, en fait. Donc, c'est plus difficile d'avoir des studios permanents. Fait ils ont gardé la formule par année. Puis, Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres, je ne sais pas si Charles-Éric est toujours là, mais dans les choses qu'il me disait de ramener, dans le fond, il y avait une question que je me posais. Excuse-moi, je reviens là, vu que c'est pas mal la fin. Ah, c'est là, Charles-Éric. Je posais la question s'il y avait d'autres groupes autochtones qui étaient liés aussi au projet du café, dans le centre Natif Montréal ou les centres d'amitié autochtone. Ouais. Ben, je peux peut-être dire que c'est sûr que inévitablement, le milieu est quand même petit. Puis le milieu est très, très spécifique en termes d'espace. C'est-à-dire que, historiquement, c'était tout au Square Cabot ou tout dans le même quartier, ce qui fait qu'inévitablement, si on intervient dans un quartier, ben, tous les organismes sont autour. Fait que je pense qu'à un moment donné, tout le monde travaille un peu ensemble. Je pense que c'est le but aussi. On ne collabore pas directement avec Native Montreal, donc Montréal Autochtone. Par contre, on a une collaboration avec un chef autochtone qui avait des contacts à Montréal Autochtone, ce qui fait qu'on a organisé des ateliers de cuisine à Montréal Autochtone. Fait que un peu on se met à tout le monde collaborer ensemble, inévitablement. Nous, on est en contact direct avec le Foyer pour femmes autochtones parce que le Foyer pour femmes autochtones a un intervenant spécifiquement donc un peu qui fait des rondes au Square Cabot, qui intervient au Square Cabot, un travail de rue dans le fond, un travailleur de rue au Square Cabot dans les environs. On est aussi en contact, pas un organisme autochtone, mais le YMCA. Ils ont un programme dialogue qui travaille spécifiquement en itinérance, puis eux, ils ont aussi un intervenant qui fait un peu le même travail, fait qu'ils collaborent ensemble. Puis on est aussi la ville, comme depuis le réaménagement du Square Cabot là, à la fin 2014, ils ont créé un gros comité juste pour s'assurer que tout le monde un peu travaille ensemble et que le réaménagement continue à être positif et tout ça. Donc, il y a peut-être beaucoup d'intervenants, peut-être 25 intervenants, beaucoup d'organismes qui sont là. Il y a autant des organismes autochtones que des organismes qui ne sont pas autochtones, là, donc on travaille tous ensemble. C'est ça. Super.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'essaie de voir. Salut Laurent, c'est Samuel. Nous, on n'en avait pas noté autre que celles que tu as déjà listées, bien sûr. Super. Ben, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. C'est un début pour les gens qui s'intéressent là, à ce qui est fait de vraiment intéressant avec le milieu autochtone, donc en collaboration. Il y a plusieurs autres choses, donc on vous tiendra au courant là où vous pouvez nous faire part de votre intérêt à ce qu'on développe plus ces sujets-là. Dans ce cas-là, on ira voir d'autres acteurs puis on réinvitera ceux d'aujourd'hui qui étaient hyper intéressants. Donc oui, Samuel, si tu veux faire une conclusion, mais je pense que on a vu là, que les principes qui étaient énoncés là, du rétablissement se retrouvaient un peu dans les deux présentations, là, si on veut faire un lien des fois un peu simpliste, mais de parler de l'important du rêve, de la créativité, de donner, d'apprendre. Donc on n'est pas dans forcément se concentrer juste sur la santé mentale, mais se concentrer sur le vivre ensemble, les activités, voir ce que les gens peuvent donner. On a pu parler en quelque part là, de valeurs qui sont énoncées aussi dans le guide, donc d'humilité culturelle, de respect des pratiques culturelles de d'autres personnes, mais aussi des pratiques individuelles. Donc c'est ça il y avait aussi, ouais, je m'intéressais aussi là-dessus, quand tu disais, Mélodie, que vous faisiez appel à des gens qui étaient un peu des médiateurs dans différentes communautés, donc des locaux. Par rapport à la place des aînés, c'est sûr que là, je ne veux pas généraliser, mais des aînés, des guérisseurs, tout ça, est-ce qu'il y a une place particulière quand vous approchez des nouvelles communautés que vous donnez, parce qu'il y a certaines lignes de conduite là, qui disent pour les allochtones, ben faites attention, soyez au courant que c'est des gens qui ont de l'influence puis qu'il faut respecter, notamment quand vous arrivez en quelque part. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est tenu au courant ou c'est des lignes de conduite qui sont démodées? Ouais. Ben dans le fond, nous, c'est ça, on contacte les communautés, mais après ça, on veut que la communauté nous invite. Dans le fond, c'est pas nous qui débarquons dans la communauté puis on vient avec toutes nos affaires. C'est vraiment, il faut que le conseil de bande autorise cette présence dans sa communauté de telle date à telle date. Mais sinon, ça va être vraiment la personne, le coordonnateur local qu'on engage dans la communauté qui va nous parler un peu de la dynamique dans la communauté, tu sais, s'il y a eu des élections, s'il y a eu des problèmes. Fait que c'est vraiment, ça va être cette personne-là. Là. Puis souvent, cette personne-là c'est référé par, mettons, les services communautaires de la communauté qui vont spotter un jeune qui est dynamique puis qui veut travailler aussi, puis qui est un jeune leader aussi. Fait que c'est une belle expérience de travail aussi. Cool. Merci. Donc oui, je laisserai Samuel finir. On dit Miigwech. Pour merci, mais c'est... Ouais. Merci. Ouais, merci Laurent. C'est vraiment la même chose. Je ne sais pas si le mot est approprié, mais Miigwech, à Mélodie et Charles-Éric pour avoir partagé, puis je dirais vraiment inspiré à imaginer ce qui est possible. Puis comme tu disais, Laurent, je pense que c'est juste un début en termes de créer les liens, de tisser les liens, mais d'un point de vue de diversité culturelle, puis de voir qu'il y a même de l'engagement international, je trouve ça vraiment incroyable. Donc merci à vous deux, présentateurs et présentatrices, et à toi, Laurence, pour une si belle animation comme toujours. Et puis bien sûr, on vous inviterait à remplir le sondage qui va ouvrir dans une nouvelle fenêtre lorsque vous allez quitter la session. C'est un sondage qui est important pour nous, juste pour nous permettre d'identifier si vous avez des idées de présentateurs, présentatrices ou d'autres sujets qui seraient pertinents. Ça nous permet ultimement d'assurer qu'on offre quelque chose qui rencontre vos besoins. Donc, permettez-nous de comprendre vos besoins et on pourra ensuite mieux ajuster l'offre de nos présentations. Sur cela, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout prenez soin de vous et à la prochaine présentation au mois de mars. Merci, salut!